Et alors ? Et alors 6 ans que je fais des vidéos, j'en ai jamais monétisé une. Pourquoi ? Parce que j'aime pas la pub. YouTube fait vraiment n'importe quoi. Mais du coup, tu vas monétiser ton contenu ? S'il y a de toute façon des pubs, autant le faire, ouais. Mais quoi ? Tu vas encore tout remettre en question et te plaindre de gagner de l'argent ? Je te préviens, cette fois ça va pas être facile de compatir. Non, c'est juste que je me sens très mal à l'aise. J'ai l'impression de me trahir. C'est peut-être simplement parce que tu changes d'avis, t'as peur de prendre des retours négatifs. Mais tu sais, aujourd'hui c'est plutôt banal de monétiser son contenu. Personne ne viendra faire la remarque. Il y a aucune raison d'angoisser pour ça. Mais oui, c'est ça. Ça quoi ? T'as déjà vu Angoisse ? Non. Alors... Angoisse est un film d'horreur espagnol de 1987 réalisé par Bigas Luna. On suit l'histoire d'un ophtalmologue perdant peu à peu la vue et qui vit isolé avec sa mère. Celle-ci exerce une sorte d'hypnose sur lui et le pousse à aller tuer des victimes pour leur arracher les yeux. Wow ! Quel rapport avec la monétisation ? Oui, je sais, ça peut paraître un peu farfelu, mais je vais y arriver. Ok, je te laisse le temps de finir monter. Toute la première partie du film est assez typique de ce cinéma d'horreur trash. L'ambiance est pesante, on retrouve un décor poisseux et on s'attaque à des parties du corps qui aiguisent un peu notre sensibilité, les yeux. Vous ne sentirez rien, je vous le promets. Je l'espère bien. On a très peu de victimes lors de cette première moitié, mais c'est parce que le film prend le temps d'installer son ambiance, à nous appâter dans un malaise de plus en plus grandissant. Et de ce côté, Angoisse développe une personnalité à travers des petites touches d'originalité. On remplace par exemple les traditionnelles araignées d'intérieur par des escargots. C'est moins repoussant, mais ça gagne un effet poisseux. Le statut du psycho-killer est aussi intéressant. Il est difficile de savoir si ces meurtres sont plus dus à sa propre volonté qu'à celle de sa mère, ce qui me fait penser que... Tu m'écoutes ? Oui, j'attends juste la partie où ça deviendra intéressant. Mais c'est déjà intéressant. Tout ce travail sur l'ambiance... Ouais. Des films comme ça, il y en a à l'appel, je te connais. Si t'as choisi celui-ci, c'est qu'il cache quelque chose. Ouais, bon, ok, il y a quelque chose de plus. Le film fait ça. Regarde bien l'œil. Laisse-toi aller, mon bébé. Respire profondément. Laisse ton esprit flotter dans l'espace. Tu sens le pouvoir fluer de ton cœur. Laisse-toi aller. Regarde la lumière. La lumière que tu aperçois au loin. Il brise le 4e mur et il fait comme si le public était hypnotisé à l'instar de son personnage principal. Ok, c'est un peu déstabilisant. Mais un peu kitsch aussi. Bah ça aurait pu, mais là non. Parce que le film le fait franchement intelligemment. Comment ça ? Mais après le passage d'hypnose, le personnage se rend dans un cinéma. Et moi, la première fois où j'ai vu le film, j'étais complètement perdu, je comprenais pas où l'action se situait. Est-ce que le film s'auto-projetait ? Est-ce que ses spectateurs regardent le même film que moi ? Ou sont-ils des spectateurs du film dans le film ? Bref, il a complètement bousculé le contrat que j'avais passé avec lui. Je croyais regarder un petit film d'horreur gore assez classique, mais la narration s'arrête abruptement, et je ne comprends plus ce qu'il fait. Il respectait toutes les conventions jusqu'ici, et le voilà qui brise complètement le 4e mur. Je dois être alors encore plus attentif à ce qui se passe pour tenter d'interpréter ces images. Quel plan représente quoi ? Quel personnage appartiennent à quelle diégèse ? Après un moment, je trouve enfin la clé. La salle avec l'ophtalmologue que j'ai suivi depuis le début projette un film de dinosaures en noir-blanc. Je crois qu'il s'agit du Monde Perdu de 1925. Et c'est super intéressant parce que tout le monde se souvient de King Kong alors que le Monde Perdu... Non, attends. Du coup, le film devient un film dans le film ? Exactement. Du coup, c'est l'occasion de parler de Gérard, non ? Gérard ? Jeannette ? Oh non. Pourquoi pas ? Mais parce que c'était un grand théoricien de la littérature et on a mobilisé pas mal de ses concepts pour le cinéma, notamment la question de la métalepse, pour parler après des frontières des univers diégétiques qui peuvent s'articuler les unes parmi les autres. On a des niveaux diégétiques avec des niveaux métadiégétiques et parfois des films jouent avec ça et c'est exactement ce que fait Angoisse et du coup c'est tout à fait pertinent de le mobiliser mais je trouve que ce serait vraiment compliqué de le résumer et en plus je trouve que ça ferait un peu cuistre quand même. Ok, c'est toi qui vois. Donc le film s'amuse à nous perdre entre ces deux mondes enchâssés puisque dans les deux, nous suivons plus ou moins la même intrigue. Tiens, vous devez connaître le film par cœur. Combien de fois est-ce que... Dans le monde méta, notre tueur ophtalmologue va se mettre à assassiner le public. Le monde diégétique agit alors comme un miroir qui reproduit les événements du monde méta et un spectateur va commencer à imiter ses actes en assassinant froidement les spectateurs autour de lui. Le film devient alors un double huis clos se déroulant dans ces cinémas. C'est dingue, hein ?
En jouant sur 2 niveaux identiques, le film s'amuse à nous perdre. Cela contribue à procurer une sorte d'inconfort étrange, et si on veut en sortir, il faut alors être attentif. Et ça, le film nous en récompense aussi. On repère certains indices permettant de savoir dans quel niveau de réalité l'action s'inscrit. Tout ceci est très bien structuré et le film nous pousse à ne pas le quitter des yeux. À mon premier visionnage, j'avais petit à petit intégré quel personnage appartenait à quelle salle, où ils étaient placés. En étant un peu attentif, tout fait sens. Le film nous récompense pour... J'ai fini mon thé. Tu veux le mien ? Non, je crois que je vais plutôt rentrer. À moins que tu me dises maintenant le lien entre ce film et la YouTube Money. Mais il faudrait que je résume encore cette seconde partie. Là, j'ai abordé le récit de manière très générale, et puis surtout, il y a la conclusion aussi qui... Non, attends. Ok, je vais te dire le lien entre les deux. Ah, En fait, les deux me font peur. tu te fous de moi. Non, pourquoi ça ? C'est complètement pété comme comparaison. Tu me parles d'un film d'horreur justement construit dans le but de te faire ressentir une certaine crainte. C'est le propre de ce type d'expérience. En tant que spectateur, tu es passif. Tu es condamné à regarder les horreurs se commettre sans pouvoir réagir. Mais paradoxalement, t'es aussi particulièrement actif. Le film va jouer avec tes sentiments. S'il rend un personnage détestable, sa souffrance aura un effet cathartique. A l'inverse, s'il rend un personnage sympathique, sa souffrance se répercutera sur toi à travers l'empathie que tu as pu ressentir pour lui. Même si tu sais que tout ça n'est pas réel. Arrête, c'est du cinéma, c'est pour rire. C'est peut-être du cinéma. Il est quand même monstrueux. Il me donne envie de vomir. Bon, d'accord. La prochaine fois, je t'emmènerai voir un Walt Disney. Ton cas n'a rien à voir avec tout ça. T'as peur que ta décision soit mal accueillie par le public, que ça dégrade l'image qu'il a de toi. Mais encore une fois, tout le monde a accepté qu'il y ait des pubs dans les vidéos. Si ça te dérange, ben t'installes un bloqueur et c'est bon. T'as peut-être raison. Je parie même que la majorité de ton public n'avait même pas remarqué que tu ne monétisais pas tes vidéos. Ah, je me fais du souci pour rien. Mais oui, alors fais-toi un thé, va au lit et on se revoit bientôt. Ok, bye. En commençant à aborder ce sujet, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d'exprimer correctement cette angoisse. Eva a raison, j'ai évidemment un peu peur des réactions et je les trouverais très certainement compréhensibles. Mais ça ne concerne pas le public. Comme elle l'a dit, en tant que spectateur, je suis actif devant le film. Je le laisse guider mes émotions pour m'amener à aimer ou non un personnage, à condamner ou non certains actes. En résumé, tout film cherche à exercer une influence sur son spectateur. Et c'est le thème central d'Angoisse. Toute la première moitié du film, on nous montre un tueur. Un tueur qui subit les remontrances de personnages qu'on souhaite alors voir payer. Je trouve inadmissible que vous confiez la santé de vos patients à cette espèce de dégénéré. Et surtout, un tueur qui subit l'influence de sa mère. Comme si ces étranges phases d'hypnose le déresponsabilisaient de ses actes. Il devient à nos yeux un simple pantin manipulé et donné en spectacle. C'est alors un spectateur qui, sous l'influence de ce film, va à son tour se mettre à tuer. L'angoisse dépasse la fiction. Une fois qu'on lit le film dans ce sens, on se rend compte que rien n'est laissé au hasard. Rapidement, son thème central émerge, l'influence. Elle passe tout d'abord par le regard. On est influencé par ce qu'on voit. Le tueur est un ophtalmologue qui perd peu à peu la vue. Pour continuer de percevoir le monde, il doit arracher les yeux des autres. Ceux qui semblent déjà aveugles à ses problèmes, à son isolement. Malgré ses actes horribles, le tueur passe pour une victime, se vengeant de ses bourreaux. Par le choix de ce qu'il nous montre, le film exerce déjà son influence sur nous. Les regards caméra qui semblent vouloir traverser l'écran pour exercer une influence plus directe encore sur le spectateur, les mondes enchâssés qui permettent de thématiser la circulation de cette influence entre une œuvre et un public, et... Puis ce film là, qu'est-ce que j'en fais ? Ça joue pas mal avec l'ambiance générale. Pourquoi prendre un film de 1925 et le caser comme ça là-dedans, on risque de décrédibiliser la scène ? Peut-être que justement, c'est un film muet et sa prouesse technique se concentre tout particulièrement sur ce qu'il donne à voir. Cette reconstitution minutieuse donne vie à un monde et à une époque comme aucun homme ne l'avait vu. C'est en substance la même expérience qu'ont pu ressentir de nombreux spectateurs en 1993 devant Jurassic Park et dont l'influence a été assez forte pour que plusieurs d'entre eux se découvrent une vocation pour la paléontologie. L'influence du film sur le spectateur ? C'est un vieux thème. On peut remonter en 1897 où les frères Lumière réalisent le premier film publicitaire pour le savon Sunlight. En 2004, on mesurait que le cinéma était le média le plus efficace en termes publicitaires. Certains ont construit une grande partie de leur théorie sur ce sujet. C'est notamment le cas d'Eisenstein avec ses théories touchant au montage. Dans le contexte révolutionnaire de l'époque, le but du réalisateur était alors moins de développer une poésie de l'image ou de discuter du cinéma comme art que de l'utiliser comme un outil de propagande. En montrant nos films dans un sens scientifiquement calculé pour créer une impression donnée sur le public, nous avons développé une arme puissante pour la propagation des idées sur lesquelles est fondé notre nouvel ordre social.
Cette influence exercée par les films a donné lieu aussi, plus ou moins directement, à des faits divers. En 1999, Matrix a par exemple été désigné comme ayant inspiré la tuerie du lycée de Columbine. En 2002, c'est un jeune Français qui dit s'être inspiré de Scream pour assassiner une amie de plusieurs coups de couteau. J'avais l'obsession de vivre ce que vivaient les héros de Scream. J'avais envie de tuer comme eux. Ceci étant dit, ce genre de faits divers reste relativement rare. Ils s'inscrivent toujours dans un contexte multifactoriel et ne doivent pas nous faire oublier les influences plus positives que certaines œuvres peuvent apporter. Mais repartons plutôt à l'est. Eisenstein se concentrait sur la manière dont le film doit être fait pour influencer le spectateur. Mais ces théories ont été remises en question par le régime avec la sortie de son film Octobre, qui eut un mauvais accueil public et critique. L'approche d'Eisenstein de ce côté a vieilli, puisque depuis, on a acté que le message du film n'est pas inhérent à ce dernier. Il n'y a pas un message tout fait que le public attend de recevoir. En fait, le spectateur contribue à construire du sens à ce qu'il voit. C'est la partie qu'on oublie de mentionner dans l'effet Kuleshov. Dans cette expérience, on a placé une image de soupe, une image de jeune fille morte dans un cercueil et une jeune femme allongée dans un canapé. On place à la suite de ces plans le même plan d'acteur neutre. On interprète ainsi sur son visage 3 réactions différentes selon les images placées avant: l'appétit, la tristesse ou le désir. L'effet Kuleshov est souvent cité pour montrer l'importance du montage, mais cela témoigne surtout du rôle central du spectateur dans l'interprétation de ce qui lui est montré. Et pour le guider dans l'interprétation qu'on veut, il faut l'influencer. C'est pourquoi des théoriciens ont commencé à souligner la nécessité d'éduquer le public à la lecture des images pour éviter les manipulations. C'est en 1995 qu'un certain individu fut, semble-t-il, parmi les premiers à vouloir mobiliser l'opinion publique autour de cet enjeu. Et il est important de former les récepteurs au langage cinématographique qui renoncent souvent à la représentation directe de la réalité pour recourir à un symbolisme pas toujours facile à comprendre. Il serait souhaitable qu'à l'école déjà, les enseignants portent leur attention sur ce problème en sensibilisant les étudiants à l'image et en les éduquant progressivement à une attitude critique à l'égard d'un langage qui est désormais partie intégrante de notre culture. Cette proposition, ma foi pas si représentée auprès du grand public et donc assez novatrice, nous vient du pape Jean-Paul II. Angoisse est un film d'horreur tout à fait particulier dans ce qu'il parvient à me faire ressentir. Il y a évidemment son ambiance poisseuse, il y a ses moments gore, mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est qu'il m'a frontalement demandé « Et toi, quelles images t'ont influencé ? De quoi es-tu le produit ?» En cela, ce film a quelque chose d'exceptionnel. Il ne rend pas seulement angoissant son visionnage, mais l'ensemble de notre consommation d'images. À droite. Tes yeux sont fermés. À gauche. Tu ne peux plus les ouvrir. À gauche. Ton sang se retire peu à peu de ton cœur pour venir brûler dans ta tête. Droite. J'ai jamais voulu de pub devant mes vidéos parce que je n'aime pas ce que ça représente, ni l'influence qu'elles peuvent avoir. Sur le même ton, je n'ai jamais été à l'aise avec l'idée de placement de produits, même si ceux-ci, je dois le reconnaître, sont parfois très bien foutus. Je me souviens de ne pas avoir été le seul dans ce cas. Puis petit à petit, les habitudes ont changé. Il est maintenant banal de voir des contenus sponsorisés, et plus encore des vidéos monétisées. Mais aujourd'hui, je vais moi aussi activer cette monétisation et entrer dans le monde très étrange du capitalisme numérique. Même si je rechigne à cela, j'aurai au moins la décence de ne pas me plaindre auprès de vous. De plus, je continuerai de refuser assez systématiquement les propositions de sponsors. Reste que j'ai quand même la douloureuse impression de me trahir. À force de voir du contenu monétisé partout, de gens que j'apprécie, de me sentir petit à petit de plus en plus en décalage avec la masse, je finis par la rejoindre. Tous ces contenus monétisés, sponsorisés, m'ont indéniablement influencé et m'ont poussé à aujourd'hui accepter plus facilement de monétiser mon contenu. Je pense que c'est devenu quelque chose de si banal, normal, qu'à mon avis, la plupart des personnes qui verront cette vidéo, notamment les plus jeunes, ne comprendront pas le malaise que je ressens face à cet état de fait. Mais je crois aussi que je suis, tout comme vous, le résultat de cette influence constante des images. Petit à petit, on finit tous sous hypnose.